Voilà donc pour ce bilan du gouvernement de Moetai Broderson, 132 jours de mandature. Donc ce cap symbolique des 100 jours a été atteint. Pour décrypter ce bilan avec nous en plateau ce soir, Olivier Cressman, Yorana. Yorana. Vous êtes vice-président du MEDEF, merci d'être avec nous. À côté de vous, Avaiki Tewiyao, Yorana. Yorana. Vous êtes secrétaire général donc, du syndicat Atiaïmoa. Merci d'être avec nous. Et enfin, Nicole Sanker, Yorana. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes élue non inscrite à l'Assemblée. Donc, première question à vous, Monsieur Cressman. Quelle réaction après ce bilan donc, de Moetai Broderson? Un petit peu déçu ou vous vous attendiez effectivement à un bilan simple des mesures qui ont été réalisées par le gouvernement? Je vous dirais d'abord que le monde économique n'attendait pas un bilan à 100 jours. Maintenant, pour ce qui s'est passé et exprimé ce soir, je crois qu'on est sur un bilan qui était clairement adressé à la population et que les éléments de mesure qu'attend le monde économique sont à venir. C'est ce que vous espérez? C'est ce que, oui, je l'espère, et je précise que ce qui est important, c'est décider sur des mesures économiques sans prendre la peine de consulter et d'échanger avec les acteurs économiques. C'est bien plus dangereux que de laisser le temps encore filer. Donc, ça veut dire que vous vous attendiez un petit peu à ce qu'il n'y ait pas d'annonce ce soir? On n'attendait pas d'annonce particulière. Nous sommes toujours aujourd'hui dans le fait de dire les actes prioritaires ont été définis, des stratégies ont été exprimées, en tout cas sur le plan de la démarche électorale. Il faut maintenant passer aux actes et l'entreprise, par définition, elle s'adapte. Son devoir, c'est d'être agile. Elle s'adaptera aux choix politiques qui sont pris et elle veillera à ce que ces choix soient en cohérence avec le développement économique que l'entreprise cherche à voir se réaliser. Le développement économique est essentiel parce que je rappelle quand même que sur certains éléments phares, on en reparlera sûrement, comme le financement de la protection sociale généralisée, le gouvernement mise sur une activité économique soutenue. Pour ça, il faut qu'il y ait de l'activité. Développer l'activité économique, effectivement. Avaiki Tewiyao, donc pour votre part, pas un mot sur les salariés, par exemple, la réforme du Code du travail. Ce soir, quelle conclusion vous tirez de ce bilan? Eh bien, je reste positive et j'espère que pour les jours à venir, des mesures seront annoncées. Bon, j'ai retenu sur ce qu'il y avait sur la réforme au niveau des CAE, CVD, très bien. Là, en fait, on assiste à un listing de mesures prises durant 100 jours, un délai peut-être assez court pour attendre et espérer un peu plus sur le Code du travail, sur la PSG, etc. Mais oui, à un moment donné, comme vient de l'indiquer Olivier Cressman, il faudra s'y intéresser. Du côté à plusieurs de ces dossiers. Du côté des salariés, par exemple, quelle serait la mesure urgente à mettre en place que vous attendez? Alors, je pense que les salariés, s'ils ont voulu ce changement, ce n'est pas simplement pour la suppression d'une TVA qui est la TVA sociale. Rappelons-le, au départ, le taux était fixé à 3%. Heureusement que les salariés ont manifesté au mois de mars pour que ce taux finalement redescende à 1%. Mais je pense que les salariés, mais au-delà des salariés, la population attend de vraies mesures sur le pouvoir d'achat, par exemple. Et notamment au niveau de leurs achats. Vous comme moi, on fait nos courses et vous l'avez bien constaté, j'imagine comme nous, le coût de la vie est cher. Voilà. Pour vous, Nicole Sanker, vous parlez justement dans le journal télévisé d'impréparation des ministres donc, du gouvernement de Moetai Broderson. Est-ce que, après avoir écouté ce bilan, cela se traduit un petit peu dans ce qui a été fait? En fait, c'est vrai que je me suis exprimée dans le journal. On attendait l'annonce d'orientation, de cap
pour les prochaines années. Aujourd'hui, il a fait un bilan des 100 jours. Le président Moïse Bouderson a fait un bilan des 100 jours, des actions qu'ils avaient réalisées. Bon, on constate quand même que beaucoup d'actions avaient été engagées par le gouvernement précédent et sur certaines mesures, on voit juste une continuité. Par exemple, sur les actions qui ont été menées déjà. Non, moi, je vais juste prendre la carte Fa'atoupou. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger en séance à l'Assemblée. La carte Fa'atoupou, aujourd'hui, c'est la même que la carte Outia. C'est-à-dire qu'on remplace le bon alimentaire qu'on va chercher aux affaires sociales par une carte. Et c'est une expérimentation qui a été menée par l'ancien gouvernement et qui aujourd'hui continue. Et nous sommes ravis que ce gouvernement continue cette mesure-là. Et la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité, nous avait expliqué qu'elle voulait en faire une carte presque révolutionnaire en mettant sur cette carte aussi les allocations familiales, l'allocation de rentrée, les différentes aides qui existent actuellement. Mais je sais que ce dispositif est en réflexion. On ne parle pas encore de réforme. On a juste changé le nom. Mais ça reste la carte Outia aujourd'hui. Je dirais qu'on a eu quelques annonces quand même parce que... il y a eu des actions réalisées, mais il y a aussi des effets d'annonce. Si je reviens par exemple sur la réforme des CAE, nous avons aussi eu l'occasion d'interroger la ministre en séance. Maintenant, il faut qu'elle communique sur la manière d'obtenir ce nouveau CAE. Et c'est vrai qu'elle a une autre vision de voir la répartition des CAE avec un accueil par le CEFI pour étudier avec le demandeur le projet professionnel. La procédure est donc plus compliquée. Ouais, plus longue, ça va prendre plus de temps et surtout j'ai une pensée pour les îles aujourd'hui parce qu'il n'y a pas des agents du CEFI dans toutes les îles. Donc il ne faudrait pas oublier aussi la mise en application de ce nouveau dispositif dans les îles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais dire, on attendait plus, c'est toujours comme ça, hein. On attendait plus parce qu'on a quand même passé une session administrative avec un manque de texte venant du gouvernement. Aujourd'hui, on attendait plus d'annonces qui va un peu orienter le débat budgétaire sur la fiscalité, sur la vie chère, sur la réforme de la PSG, la réduction des dépenses publiques. Il en a un peu parlé ce soir, mais on voit que les économies sont faites sur le personnel cabinet et notamment sur le personnel du SMG. Et quand on connaît un peu ce personnel du SMG, c'est quand même du petit personnel, c'est-à-dire que ce sont les chauffeurs, les secrétaires, les référents budgétaires, qui sont des petites catégories aussi et qui ont besoin de cette indemnité de suggestion. Et je vois que aujourd'hui, le choix du gouvernement, c'est de faire des économies sur ce personnel qui est formé, parce que quel que soit le gouvernement en place, c'est du personnel qui a l'habitude de travailler en ministère, donc qui peut apporter sa contribution. Et c'est un mauvais choix, et par contre, pas de réduction d'indemnité des élus, des ministres. Voilà. Donc, il y a quelques mesures annoncées quand même qui sont inattendues. Et puis, je reste quand même sur la réserve que pas plus d'éclaircissement sur les orientations. Olivier Cressman, justement, ce manque de cap aujourd'hui, il n'y en a pas, ce manque. Est-ce que ça vous inquiète ? On n'est pas dans l'inquiétude. Des orientations ont été données, des secteurs prioritaires ont été exprimés et ils sont importants. La transition énergétique, le développement du numérique, l'agriculture, la partie alimentaire. Il y a quand même des sujets qui sont et sur lesquels on est convaincu qu'il faut absolument que la Polynésie évolue, ne serait-ce que pour se prendre en main sur la partie notamment indépendance alimentaire ou sur la partie énergétique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'entreprise a besoin de savoir
tout cela, ok, je suis un acteur dans le sujet, comment j'y vais, comment j'y contribue, sous quelle forme, où est-ce que je place mes investissements par rapport à la stratégie et aux attentes que le pays a définies, ça ce sont des éléments très importants. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de connaître la feuille de route, le cadrage qui est attendu par le gouvernement pour conduire des actions dans ces secteurs de développement. Alors justement, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le président Moïse Broderson ou encore votre ministre de tutelle pour leur faire part de vos doléances? Alors, on a eu l'occasion bien sûr de se rencontrer. Nos doléances, ils les connaissent déjà, puisque nous avions produit avant les élections le livre blanc du MEDEF dans lequel on retrouve beaucoup de sujets qui sont des continuités d'action sur ce qui a été conduit. L'entreprise, elle est entre guillemets politique, elle est là pour conduire une démarche économique qui sert à tout le monde, et ces actions, on les a déjà commencées avant. Donc on les a rencontrées, les éléments, ils les ont en main. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'emploi, on a, je pense, des fiches très précises sur la réforme des dispositifs des fameux dispositifs d'aide à l'emploi, et que cette réforme, elle pourrait être engagée assez rapidement. Elle est assez cohérente, elle est en phase avec ce que nos partenaires sociaux attendent également. On pense à des dispositifs comme des systèmes de soutien à la reconversion professionnelle, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont envie de changer de métier. Aujourd'hui, pour changer de métier, il faut se lancer tout seul dans son coin, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de sujets aujourd'hui qui sont probablement à pouvoir mettre en place rapidement. On a bien compris, les cabinets ont mis un certain temps à se mettre en place. Maintenant, eh bien, on est à leur disposition pour remonter les manches et sérieusement y aller. Alors dans ce bilan, on retiendra quand même quelques petites annonces. Comme disait Nicole Sanquer, on parle par exemple donc des CAE, de la représentation de la Polynésie à Fidji, en Calédonie et au Canada. À votre avis, qu'est-ce que ça peut apporter au pays, Nicole Sanquer? Alors c'est vrai que dans le domaine du rayonnement, on pourrait s'en réjouir, mais nous avons défendu la réduction des dépenses publiques. Et on sait très bien que mettre en place des représentations ailleurs, ça a un coût. Et donc là, on ne voit pas la réduction des dépenses publiques. Je pense qu'il y a des priorités ici, sur le territoire, et notamment la lutte contre la vie chère, l'allègement fiscal pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les entreprises le disent, OK, ça marche pour le moment. Mais en même temps, on a besoin d'un allègement fiscal pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir recruter. Et on a la chance d'avoir des comptes positifs, je dirais. Mais prenons le temps en 2023 et en 2024, parce que vous voyez bien la situation mondiale aussi peut changer à tout moment, pour mettre en place les grandes réformes tant attendues par la population. La réforme de notre système de santé, elle est aujourd'hui, ça coûte énormément d'argent, l'accès aux soins, la santé, on voit bien, on a des pathologies lourdes. Il faut absolument démarrer dès 2023 et j'espère qu'on le verra dans le budget, cette fameuse réforme de la santé, la réforme de la PSG et cette réforme de la fiscalité avec le problème des PGE à rembourser. Beaucoup de sociétés sont en difficulté et même les sociétés hôtelières, de transport. Donc voilà, il faut des mesures assez fortes. Alors je suis peut-être impatiente, bon, ça fait partie de mes défauts, mais c'est vrai que pour pouvoir commencer à travailler sur un projet commun pour les 5 prochaines années, les bases doivent être annoncées maintenant. Dès aujourd'hui. Avec Kitewiyo, par exemple, sur la suppression de la TVA sociale, aujourd'hui, eh bien, c'est le pays qui va compenser donc, ce manque à gagner dû à la suppression de la TVA sociale. Ensuite, Moïse Broderson a indiqué qu'il avait pour projet d'augmenter la contribution de solidarité territoriale, la CST. Vous, en tant que représentant de salariés, comment est-ce que vous... qu'est-ce que vous en pensez? Oui, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, je souhaite revenir sur cette réflexion de la suppression de la TVA sociale, une TVA qui était à 1%, alors qu'on sait qu'à côté, le taux d'inflation aujourd'hui est passé à, certes, 6%, puisque l'année dernière, il était à 8%, mais ça reste insuffisant. Aujourd'hui, 3,8% selon l'ISPF sur un an, entre juin 2022 et juin 2023. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce sont des mesures qui ne suffiront pas
pour garantir un financement pérenne et apaisé pour la PSG. Ensuite, j'aimerais intervenir sur cette PSG qui aujourd'hui s'appelle la protection sociale universelle, la PSU, puisqu'il y a un comité stratégique de la protection sociale universelle qui a été mis en place au mois de mars et qui regroupe dans cette instance à peu près une cinquantaine de personnes, aussi bien des représentants du côté d'employeurs comme des représentants du côté des salariés et des associations. Je pense que le MEDEF est d'accord sera d'accord avec nous, en tout cas les représentants salariés, pour dire que parfois c'est vrai qu'on est dans l'adversité, mais on sait aussi poser les armes, on sait aussi co-construire. Nous sommes des partenaires sociaux, on est là pour un dialogue. Et ce que je peux retenir par rapport aux annonces qui ont été faites, c'est que justement, j'ai vu que Olivier est venu avec le livre blanc du MEDEF. C'est comme toute organisation syndicale salariale, nous avons aussi des résolutions à l'issue d'un congrès qui se tient pour le renouvellement de nos instances. Mais si aucune annonce a été faite, moi, j'en tire mes conclusions. Je me dis que le pays attend de nous rencontrer pour qu'on puisse faire nos propositions. Et donc sur l'augmentation de la CST pour les salaires à partir de 600 000 Alors francs. j'ai répondu par rapport à la CST, je vous dis que ces mesures restent insuffisantes. Mais vous allez soutenir cette augmentation ou vous allez vous y opposer? Après, s'il s'agit d'une petite refonte, parce qu'il s'agit là d'une petite refonte. Pour l'instant, nous n'avons pas les contours encore de cette réforme. C'est ça. Mais je dirais que si ça a été fait d'une façon équitable par rapport à des tranches qui ont été revues, pourquoi pas? Mais j'attends de voir. Mais vous allez être dans la co-construction aussi, ce sera le cas aussi pour vous, Olivier Gressman? Oui, tout à fait. Et sur ce sujet-là, je crois qu'il faut être très clair. Les partenaires sociaux, depuis longtemps, ont mis sur la table le fait de dire la protection sociale généralisée que nous avons, ce dispositif qui permet à tout le monde d'accéder aux soins, à prendre en compte la retraite, c'est quelque chose qui coûte, qui ne cessera de coûter. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir, si la Polynésie veut s'offrir ce dispositif, eh bien, il faut certainement ouvrir le débat de façon très forte et de dire identifier ce qui relève de la notion assurantielle, c'est notamment ce qui est retraite, et ce qui relève de la notion de la solidarité, où on trouve la fiscalité qui vient en face. Ce débat, il faut l'ouvrir. On ne peut pas rester à mi-chemin, et je trouve que l'approche de répondre sur le fait de dire on supprime la taxe CPS, dont je rappelle, nous étions au sein du MEDEF contre, dans son application en l'état, nous étions pour une TVA collectée et déductible, donc ça n'impactait pas au niveau des coûts. C'est pas ce qui était retenu. Bon, c'est comme ça, on s'applique, on l'applique et c'est tout. Mais l'annulation de cette taxe CPS aujourd'hui ne peut pas trouver sa réponse que dans une notion de révision des taux de CSC. C'est pas possible. Il faut, allons-y, tant mieux, les caisses sont pleines, nous disait Nicole, eh bien allons-y pour engager des vrais travaux de profondeur sur le fait de dire, pour pouvoir financer ce que l'on souhaite, il faut raisonner sur la solidarité. Plus l'assiette de réflexion fiscale sera large, moins elle sera difficile à supporter pour chacun. Mais ça, il faut le faire. La partie assurantielle, c'est la retraite. Chacun y contribue pour se constituer une retraite, c'est autre chose. Mais là, il faut vraiment aujourd'hui, je pense, ouvrir le débat et vraiment y aller. Et encore une fois, les partenaires sociaux sur ce sujet-là ont déjà exprimé leur souhait d'avancer dans cette voie. Et sur la santé, toujours, Nicole Sanquin, nous l'avons entendu, une mission, enfin en tout cas un groupe de travail sur la mise en place pour travailler sur la légalisation du cannabis. Ça a été votre combat. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que nous allons avancer, puisqu'une loi de pays a déjà été votée, mais aujourd'hui il faut la modifier puisqu'il y a encore quelques verrous? Oui, tout à fait. Alors, je me réjouis de la mise en place de ce groupe de travail et en fin de compte, j'y retrouve les partenaires que j'avais pour justement travailler sur ce projet. La loi qui a été votée à l'Assemblée sur la légalisation de l'usage du cannabis thérapeutique, elle doit être modifiée. J'avais posé plusieurs amendements d'ailleurs et puis il y a eu un avis du Conseil d'État par rapport au CBD. Donc, c'est une loi qui doit
doit vraiment être modifié. Et j'espère que c'est un engagement aussi du Tavini. Et je vois que sur ce sujet, les choses avancent. Et donc, pour revenir sur les relations État-pays, aujourd'hui, on constate tout de même qu'il y a un réel changement. On est loin du temps où on menaçait de fermer les robinets quand Oscar Temaru gouvernait. Sur ce point-là, en tant que patron, est-ce que ça vous rassure quand même de savoir que l'État est toujours là, même si la Polynésie est gouvernée par un gouvernement indépendantiste? Évidemment, c'est une situation tout à fait rassurante. Très sincèrement, je ne pense pas que le monde économique était dans cette vision de crainte. L'État est présent, est bien présent. Il l'a été dans des moments très difficiles auprès des entreprises pendant la période du Covid. Et je ne vois pas aujourd'hui un président responsable comme les Moïse Brotherson, et quand bien même il ait des idées indépendantistes et il a parfaitement le droit de les avoir, soit dans une démarche de dire je me coupe de l'État aujourd'hui, alors qu'il sait très bien que quasiment 50% du budget du pays, du fonctionnement du pays, est payé par l'État. Donc aujourd'hui, s'il fallait dire à l'État au revoir, merci, je vous assure que la vie serait bien différente ici et bien moins sympathique. Et ça vous rassure aussi à Vaiki, pour vous qui représentez les salariés? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est permettre plus de visibilité aussi au niveau du patronat comme des salariés. Là, on est vraiment dans le même bateau. Et en revanche, j'aimerais revenir sur les annonces qui ont été faites parce que peut-être que certains d'entre vous l'avez entendu, mais ça n'a pas été mon cas pour le marché public. En fait, les appels d'offres, il n'y a pas eu, j'ai pas eu d'annonce par rapport aux grands travaux, des choses comme ça, parce que ça passe pas là, on n'a rien inventé. Des projets structurants, vous voulez dire, financés par le pays? Oui, quelque part, parce que ça permet aux entreprises du privé de répondre à des appels d'offres, mais nous aussi, au niveau des salariés, ça leur permet d'être assurés, de se dire, voilà, j'ai encore... nous aurons du travail. J'ai encore du travail. Et nous aurons encore du travail, surtout dans le secteur du bâtiment. Nous allons peut-être avoir, comme disait Moïse Brotherson, demain, lors du débat populaire, certaines annonces seront faites, mais il y a aussi l'examen du budget à la fin de l'année. Pour revenir sur les relations État-pays, Nicole Sonker, cette nouvelle posture, si l'on peut le dire, de l'État, que l'État va adopter au mois d'octobre lors de la 4e commission de l'ONU, qu'est-ce que ça augure pour vous? Si on reprend les mots du ministre Darmanin, lui, il a clairement dit que s'il était missionné pour siéger en octobre à l'ONU, il allait défendre la position de la France et expliquer comment la France accompagne la Polynésie française. Donc, je ne sais pas si l'État aura le même discours que les indépendantistes là-bas. Nous allons donc voir ça au mois d'octobre. Voilà pour le bilan de Moïse Brotherson. Nous allons terminer évidemment cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau ce soir. Nous attendrons donc les orientations qui seront définies par le gouvernement. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Polynésie la première. Ne manquez pas demain soir ce rendez-vous, ce débat populaire en direct de la présidence de la Polynésie. Moïse Brotherson répondra aux questions des Polynésiens. Les internautes pourront également poser leurs questions sur la plateforme Facebook de Polynésie la première. Nos journalistes Hayata Buluk, Lucille Guichet et Heidi Enko animeront ce débat. Ce sera à partir de 19h30. Merci de votre fidélité. Très belle nuit sur la première et à demain.